Alors, prenons une situation classique. On est d'accord qu'une négociation salariale acharnée, ça vient de se conclure. Le chiffre tombe, il est validé avec une bonne poignée de main. Disons 10 000 dirhams par mois. Et là, en général, tout le monde sourit. Le contrat est signé. Exactement. Sauf que ce qu'on ignore souvent à cet instant précis, c'est que l'entreprise s'apprête en réalité à débourser près de 12 000 dirhams pour financer ce poste. Ah oui, ça chiffre vite. Il y a en fait près de 2000 dirhams fantômes qui s'évaporent entre la décision financière et le vrai virement bancaire. C'est fou quand on y pense. Et la question du coup, c'est où part cet argent ? Comment c'est calculé ? Donc l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, de cette plongée au cœur du sujet, c'est vraiment d'analyser le système de paie marocain. Et pas juste pour faire de la comptabilité de base. Non, voilà, pas du tout. C'est pour comprendre la mécanique vitale derrière ces flux, surtout avec l'onde de choc que représente le projet de loi de finances, le fameux PLF 2026. C'est clair. Parce que pour un décideur financier, un responsable RH ou même n'importe qui s'intéressant au monde de l'entreprise, décrypter cette architecture, c'est carrément indispensable. Je suis totalement d'accord, et d'ailleurs, cette architecture vient de subir une rénovation assez majeure. Oh oui, si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ce PLF 2026, en fait, il introduit trois vrais séismes macroéconomiques. Des trucs qui modifient complètement la donne sur les stratégies de rémunération. D'accord ? C'est quoi le premier gros changement alors ? Le premier, c'est un allègement super net de l'impôt sur le revenu. En gros, on a un seuil d'exonération totale qui grimpe. Il passe de 30 000 à 40 000 dirhams annuels. Ah oui, quand même. C'est pas négligeable. Non, c'est massif. Et c'est combiné à une baisse du taux marginal supérieur qui passe de 38% à 37%. Ok, donc l'idée là derrière, c'est vraiment d'alléger la pression fiscale directe sur le revenu. C'est, on va dire, le carburant qui reste dans le moteur au lieu d'être aspiré par les tuyaux d'État. C'est tout à fait ça. Et le deuxième grand mouvement, lui, il concerne la cellule familiale et la fin de carrière. La déduction pour charge de famille fait un bond spectaculaire, à 500 dirhams par personne. Ce qui est énorme par rapport à avant. Vraiment. Et la véritable révolution stratégique, là où ça change tout, c'est l'exonération totale à 100% des pensions de retraite prévues dès le 1er janvier 2026. C'est fou. 100% exonéré, ça va soulager énormément de monde. Et le troisième point ? Alors, le troisième point, il est beaucoup plus restrictif, celui-là. C'est un durcissement drastique du contrôle B2B, donc entre les entreprises, avec une nouvelle retenue à la source de 5%. Une retenue à la source entre entreprises, ça sonne comme une transformation assez violente de la gestion de trésorerie, non ? C'est exactement le cas. On va devoir disséquer l'impact de ces 5% un peu plus tard. D'accord, gardons ça pour la fin, mais avant de parler de cette sphère B2B, je pense qu'il faut comprendre l'atome de base. Concrètement, comment se construit un dirham sur une fiche de paye ? C'est la base, oui. Moi, l'approche que je trouve la plus parlante, c'est d'imaginer un entonnoir géant, le fameux tunnel de la paix. Tout en haut, l'entrée la plus large de l'entonnoir, c'est le salaire brut global, le SBG. C'est le point de départ incontournable. Ce SBG, il est composé d'abord d'un socle, le salaire de base. Et avec le SMIG 2026, qui est fixé à 17 dirhams 10 de l'heure, ça nous fait environ 3266 dirhams par mois pour le secteur non agricole. Ok, et à ce socle, on ajoute les éléments variables, j'imagine. Voilà, on ajoute les heures supplémentaires. D'ailleurs, on ne va pas s'attarder sur la mécanique basique des heures sup. Tout le monde sait que ça coûte plus cher la nuit ou le dimanche, avec des majorations de 25, 50 ou 100%. Oh oui, bon, ça c'est classique. On ajoute aussi les primes, comme le 13e mois. Exactement. Mais ce qui est stratégique ici, c'est de comprendre comment ce socle, il gonfle de manière structurelle, indépendamment des performances de l'employé. Et le meilleur exemple pour ça, c'est la prime d'ancienneté. Ah, la prime d'ancienneté. Raconte-nous comment ça marche, ce barème. En fait, la loi marocaine impose un barème en escalier. Ça commence à 0, puis ça passe à 5% après 2 ans de service, 10% de 5 à 12 ans, 15% jusqu'à 20 ans, et ça grimpe jusqu'à 25% au-delà de 25 ans. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais attendez, si je calcule bien, vu que c'est un pourcentage, ça pose un énorme problème pour un employeur. Comment ça ? Si un commercial ou, je sais pas, un cadre, il touche une prime exceptionnelle, massive en fin d'année, parce qu'il a signé un contrat du siècle, est-ce que son fameux escalier d'ancienneté de 20%, il s'applique aussi sur cette montagne d'argent exceptionnelle ? Ah, je vois la frayeur. Oui, ça créerait une inflation salariale totalement incontrôlable. C'est une crainte super légitime. Mais heureusement, la mécanique juridique empêche justement cette explosion. C'est l'article 353 qui verrouille ça. C'est la fameuse règle de l'assiette.
D'accord, donc la base de calcul est limitée. Très limité. Le calcul de l'ancienneté, il est chirurgical. Il les frappe que le salaire de base et les primes dites régulières. Tout ce qui a un caractère vraiment exceptionnel, les bonus ponctuels, les allocations familiales, les remboursements de frais, tout ça, c'est totalement exclu de l'assiette. Et de cette prime, c'est de récompenser la fidélité, pas d'agir comme un multiplicateur de loterie sur un bonus isolé. Du coup, les DRH peuvent modéliser l'évolution de la masse salariale de façon assez sereine. D'accord, donc là, le haut de l'entonnoir est bien cadré. On a notre salaire brut global, le SBG. Mais la vraie question maintenant, c'est l'optimisation. Comment on fait pour réduire ce gros volume avant qu'il passe sous le couperet des impôts? Et tout en restant strictement dans la légalité, bien sûr. Évidemment. C'est l'étape où on filtre en fait. On passe du SBG au salaire brut imposable, le SBI. C'est quoi la magie ici? On entre dans ce que j'appelle les zones de protection. Le but, c'est d'isoler certaines indemnités qu'on ne considère pas comme de l'enrichissement personnel, mais vraiment comme des remboursements de frais. Des frais liés au travail. Voilà. L'État accepte de ne pas les taxer, mais en contrepartie, il impose des plafonds de fer. Par exemple, l'indemnité de transport urbain. Elle est intouchable fiscalement, mais seulement jusqu'à 500 dirhams par mois en ville Et 750 hors ville, c'est ça? ou 3 dirhams du kilomètre. Donc impossible de déguiser une augmentation de, disons, 5000 dirhams en prime de déplacement fantaisiste juste pour esquiver l'impôt. Absolument impossible. Les redressements fiscaux là-dessus sont immédiats et systématiques. Ensuite, on a d'autres boucliers pour les événements familiaux avec un plafond global de 2500 dirhams par an. Ok. Et pour les conditions de travail? Oui, il y a des indemnités de salissure à 210 dirhams, de casse à 190 ou d'outillage. Mais l'innovation tactique majeure de ce PLF, c'est la redéfinition de l'indemnité de nourriture. La fameuse prime de panier. Ah oui, oui, ça. J'ai vu ça, on passe un montant exonéré de 40 dirhams par jour, c'est ça. C'est ça, 40 dirhams par jour. Ou, si on parle de tickets restaurant, c'est 20 dirhams maximum par jour, dans la limite de 20% du salaire. Mais attendez, 40 dirhams par jour, sur une moyenne de 22 jours ouvrés par mois. On approche presque des 900 dirhams mensuels, nets d'impôts. Et oui, ça fait une sacrée différence. C'est un levier RH redoutable en fait. Plutôt que de donner une augmentation brute de 1000 dirhams qui va se faire massacrer par les charges, l'entreprise utilise ce canal pour augmenter le pouvoir d'achat net du salarié. Et sans alourdir ses propres charges patronales en plus. C'est vraiment ça l'ingénierie salariale moderne. Une fois qu'on a soustrait toutes ces indemnités protégées du grand total, le tunnel se resserre. On obtient notre fameux salaire brut imposable. Et là, la récréation est finie. C'est sur ce montant, le SBI, que les prélèvements sociaux obligatoires vont taper. C'est l'heure de cotiser pour la collectivité. Exactement. C'est l'étape 3, les cotisations sociales salariales. Et là, on a le taux de base de 6,74% qui se divise en deux. Moi, pour visualiser la mécanique de ces deux grandes caisses, j'utilise souvent une image. Vous me dites si c'est correct. Je t'écoute. Si on prend la part CNSS, c'est un peu comme un seau qui serait percé à une hauteur très précise. On verse notre salaire dedans, l'État taxe à un taux de 4,48%, mais le seau ne retient l'argent que jusqu'à 6 000 dirhams. Tout à fait. Donc tout ce qui dépasse cette ligne des 6 000 dirhams, ça déborde et c'est pas soumis à cette cotisation. La ponction maximale est figée mathématiquement à 268 dirhams et 80 centimes par mois. C'est une excellente image. Et en revanche, pour l'AMO, l'assurance maladie obligatoire à 2,26%, c'est un puits sans fond. Il n'y a pas de trou dans le seau, l'assiette est totalement déplafonnée et s'applique sur la totalité du brut, du premier au dernier centime. J'ai bon? Tu as tout bon. Cette distinction, c'est le pilier pour comprendre le coût réel des hauts revenus au Maroc. Le plafond de la CNSS freine la casse pour les gros salaires, alors que l'AMO, ça ponctionne de façon linéaire à l'infini. D'accord, donc on a enlevé les cotisations, on y est presque. Presque. Il reste une dernière étape purement mécanique avant de faire face à l'impôt sur le revenu. C'est l'abattement pour frais professionnels. C'est quoi exactement? Une déduction forfaitaire. Voilà. C'est une déduction automatique avant l'IR. Pas besoin de justificatif. C'est 35% si le salaire brut imposable est inférieur ou égal à 78 000 dirhams par an, plafonné à 35 000 dirhams annuels. Et si on gagne plus? Eh bien, si ça dépasse ce seuil, ça tombe à 20%, avec un plafond de 30 000 dirhams par an, soit 2 500 par mois. Et là, on obtient enfin le chiffre clé, le Graal de tout comptable. Le salaire net imposable, le SNI.
Voilà, le SNI. L'entonnoir s'est rétréci au maximum, l'assiette fiscale est purifiée. C'est donc l'heure de la grande faucheuse, l'impôt sur le revenu. C'est le moment, oui. Et la nouveauté du PLF 2026, on en parlait au début, c'est cette nouvelle mécanique des tranches. Sans réciter un tableau indigeste, comment on peut vulgariser ça? L'IR marocain, c'est un peu comme un immeuble à plusieurs étages, non? C'est la meilleure façon de le concevoir. C'est un barème progressif. Le rez-de-chaussée de cet immeuble, qui va de 0 à 40 000 dirhams de revenus annuels, c'est une zone neutre. 0% d'impôt. C'est le fameux rehaussement du seuil dont on parlait. Exactement. Ensuite, à mesure que les revenus grimpent et qu'on monte dans les étages, la pression s'intensifie. 10% avec une somme à déduire. Puis 20% pour la tranche 60 à 80 000. 30% ensuite. 34%. Jusqu'à atteindre le penthouse? Le penthouse fiscal, oui. Pour les revenus qui dépassent 180 000 dirhams de base imposable annuelle, le taux maximum est de 37%. L'État prélève 37 centimes sur chaque nouveau dirham gagné à ce niveau-là. Et c'est seulement à la toute fin de ce calcul implacable qu'intervient le bouclier familial. C'est bien ça, hein? Exactement. Le bouclier s'impute directement sur l'impôt dû, c'est 500 dirhams par personne à charge, avec un plafond de 6 personnes. Donc une réduction nette d'impôt qui peut atteindre 3 000 dirhams par an? C'est clairement une politique pour protéger le pouvoir d'achat des familles nombreuses? Tout à fait. Alors pour ancrer tout ça, faisons un cas pratique rapide. Le modèle parfait. Imaginons un cadre marié, 2 enfants, qui perçoit 15 000 dirhams de brut global par mois. Ok, on le passe dans notre entonnoir. Voilà, on soustrait ses indemnités, on applique le sceau percé de la CNSS et le puissant fond de l'AMO, soit à peu près 607 dirhams de cotisation, on applique les frais pro de 2500 dirhams, son assiette imposable tombe à environ 11 390 dirhams. Il rentre dans l'immeuble de l'IR. Il monte les étages, on déduit ses charges de famille et son impôt final tombe à un peu plus de 1915 dirhams. Au bout du compte, ce cadre, il reçoit un virement net de 12 477 dirhams. Donc 15 000 bruts, 12 477 net, ça c'est la réalité du salarié, le sommet de l'iceberg qu'on voit au soleil. Mais là où l'exploration devient fascinante, c'est quand on plonge sous l'eau. C'est là qu'on trouve la face cachée. Voilà, la trésorerie de l'entreprise. Parce que le dirigeant qui a signé pour 15 000 bruts, il décaisse beaucoup plus. La fameuse charge patronale invisible. Et son ampleur choque toujours les non-initiés. Sur un salaire classique, l'entreprise rajoute de sa poche environ 21,09% du salaire brut. C'est pour financer la part patronale. 21% de plus, ça englobe quoi? Les allocations familiales à 6,4%, l'AMO patronale à 5,96%, la CNSS long et court terme et la taxe de formation professionnelle. C'est un bloc énorme et ça n'apparaît même pas sur la fiche de paie du salarié dans la colonne retenue. C'est l'employeur qui absorbe tout en coulisses. Si on reprend le chiffre de l'introduction, c'est fondamental. Un salaire brut de 10 000 dirhams coûte en réalité 11 750 dirhams à l'entreprise, soit 117,5%. C'est l'effet iceberg, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie stratégiquement? Si l'entreprise paye une surcharge invisible aussi massive, ça crée un dilemme terrifiant pour les augmentations, non? Et surtout, comment ça impacte l'avenir de ses salariés, notamment la retraite des cadres? C'est le diagnostic retraite et c'est le point le plus critique. Reprenons la métaphore du sceau percé de la CNSS plafonné à 6 000 dirhams. Le régime de base publique offre une réversion de 50%. Ça veut dire qu'au mieux, la pension ne dépassera jamais environ 4 200 dirhams, peu importe le salaire pendant la vie active. Attendez, quoi? Donc un directeur qui gagne, 30 000 dirhams par mois, il a un train de vie basé là-dessus. S'il n'a cotisé qu'à la CNSS, le jour de sa retraite, ses revenus s'effondrent brutalement de 30 000 à 4 200 dirhams. Mais c'est un gouffre financier. C'est un déclassement social instantané. C'est exactement le mot. Et c'est pour ça que la souscription à des régimes complémentaires privés est vitale, comme la CMR. Comment fonctionne la CMR justement? C'est déplafonné. Ça fonctionne par points, avec une réversion de 60%, et le gros avantage, c'est la fiscalité. L'État encourage ça massivement, les cotisations sont 100% déductibles de l'assiette de l'IR, et, cerise sur le gâteau avec le PLF 2026, la sortie est paradisiaque. Ah oui, l'exonération totale des pensions. Voilà. Pour un haut revenu, la CIMR n'est pas un luxe, c'est le seul moyen d'éviter le mur de fin de carrière. Ok, on voit bien comment ces leviers modèlent la vie financière des individus. Mais cette architecture, elle ne s'arrête pas au RH. Le PLF 2026, il bouscule aussi tout l'écosystème avec les nouvelles règles B2B.
la fameuse retenue à la source, la RAS de 5%. On quitte l'individu pour passer au flux interentreprise, oui. Et j'aimerais qu'on s'y arrête parce que amputer d'office 5% d'une facture pour un petit fournisseur, ça semble hyper punitif. Comment on justifie ça? Ça va pas asphyxier les petites structures? À première vue, c'est une ponction immédiate, c'est vrai. Mais il faut comprendre l'énorme mécanisme de fraude que l'État veut éradiquer. Historiquement, le fléau des fausses factures minait l'économie marocaine. Comment ça se passait? Une entreprise fictive émettait une facture d'honoraires ou de commission. Elle encaissait 100% des fonds, puis, pouf, elle disparaissait dans la nature. Pas d'impôt sur les sociétés payées, pas de TVA reversée. Le fameux fournisseur fantôme. Exactement. Avec cette RAS de 5%, le paradigme s'inverse. Si le client fait plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ou si c'est l'État, il ne verse que 95% au fournisseur. Les 5% restants, il les envoie direct à la DGI. Donc, c'est un changement de paradigme total. C'est comme si l'État se plaçait comme un vigile à l'entrée d'une discothèque, prélevant sa part avant même que l'argent n'entre dans la caisse du fournisseur. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein. C'est tout à fait ça. Et attention, ça s'applique aux honoraires, aux commissions et, nouveauté 2026, aux loyers aussi. Ce n'est pas une taxe en plus, c'est une avance sur l'impôt de fin d'année. Et si le fournisseur a trop payé, on le rembourse. Et ça force l'empreinte numérique. Voilà, le fournisseur ne peut plus disparaître. Au passage, je mentionne rapidement qu'il y a aussi l'autoliquidation de la TVA pour les déchets et métaux de récupération et le nouveau droit d'enregistrement de 0,1% sur les marchés publics, qui remplace l'ancienne mention gratis. L'étau se resserre vraiment sur la conformité. Et cette obsession du contrôle, on la retrouve même sur le bout de papier originel de notre discussion, le bulletin de paie. Oh oui, le risque légal, les articles 370 et 375. Le bulletin de paie, c'est un champ de mine juridique. Une simple erreur de formatage, ça peut coûter cher. Très cher. La loi exige 17 mentions obligatoires. L'ICE, l'immatriculation CNSS, les heures, le détail exhaustif des primes, le solde des congés. Si on en manque une seule, c'est une amende de 300 à 500 dirhams. Bon, 500 dirhams, c'est pas la fin du monde pour une entreprise. Ah, mais attention, c'est par salarié concerné. Oh, waouh. Par salarié. Eh oui. Si un logiciel oublie l'ICE sur les fiches d'une usine de 100 ouvriers, l'amende se multiplie par 100. Bon, c'est plafonné à 20 000 dirhams par contrôle, mais le risque est permanent. C'est fou. Ça prouve vraiment qu'on peut plus faire sa paye sur un coin de table. Si on résume notre voyage d'aujourd'hui, on réalise que ce bulletin de paye, c'est pas juste un reçu mensuel. Non, c'est un miroir parfait des priorités économiques du pays. Exactement. Encourager la famille avec les déductions, protéger la retraite avec la défiscalisation de 2026, mais en même temps contrôler drastiquement les flux avec la retenue B2B et les amendes de conformité. On a exposé tout ça de manière neutre, hein, ce sont simplement les règles du jeu fixées par la loi. Absolument, et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Ce qui est fascinant, c'est la direction qu'on prend. Avec la numérisation croissante, les amendes automatiques pour un mauvais format, les impôts prélevés à la source, chirurgicalement entre les entreprises, sommes-nous en train de nous diriger vers un futur où le concept même de « faire la paix » va disparaître? Disparaître carrément. Remplacé par un système d'État centralisé, automatisé en temps réel. Un système où l'erreur humaine ne sera même plus une option technique. La machine calculera tout à la source. C'est une perspective qui donne le vertige, mais qui semble tellement logique. De quoi vraiment réfléchir. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. La prochaine fois que ceux qui nous écoutent regarderont leur bulletin de paye, ce sera plus juste une feuille de papier, mais un véritable plan d'architecte financier. C'est tout ce qu'on espère. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce décryptage. À très vite pour une nouvelle plongée.